Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions en Europe qui plafonnent depuis quelques jours maintenant. Le CAC 40 aura marqué un sommet il y a une semaine pile, jour pour jour, mercredi dernier à plus de 7100 points et depuis on est entré dans une phase de digestion, de consolidation à plat, chacun trouvera le qualificatif qui lui convient, phase de digestion légitime après le puissant mouvement qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant sur les actions européennes et un mouvement qui a encore gagné en intensité sur les 2 premières semaines de l'année 2023. Petite baisse attendue à l'arrivée donc pour les indices actions en Europe, mais une baisse qui reste très limitée et un CAC 40 qui va préserver ce soir en clôture le seuil des 7000 points. On retrouve toujours cette même divergence entre les actions européennes et les actions américaines, puisqu'on voit qu'après quelques jours de forts rebonds, eh bien, les actions américaines sont orientées à nouveau à la baisse, avec une baisse de près de 2% pour le Nasdaq en ce début de séance, avec une saison de publication de résultats qui va monter en puissance. Nous évoquerons bien sûr dans un instant les résultats de Microsoft, la première grosse blue chip technologique américaine à publier. Nous suivrons ce soir les résultats par exemple de Tesla. Et puis pour la partie européenne, nous avons déjà eu des indications pour le secteur des semi-conducteurs avec l'équipementier ASML. Et nous suivrons demain, après la clôture des marchés européens, les résultats de LVMH, le poids lourd du CAC et le poids lourd des capitalisations boursières en Europe. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le segment spécifique des foncières cotées, l'immobilier coté qui a lourdement dévissé en 2022. On a vu des baisses jusqu'à 40%. Le secteur en Europe a connu une baisse sur 2022 de plus de 30%, avec un rebond qui s'est mis en place à partir du mois d'octobre et des foncières cotées qui profitent largement de ce rebond des actions européennes depuis quelques mois. Nous ferons le point avec le spécialiste de Sofidy, le gérant Laurent Saint-Aubin, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec vous, Alix Nguyen, et une tendance qui est beaucoup moins dynamique depuis quelques jours, avec une petite baisse attendue à l'arrivée ce soir pour le CAC 40. Oui, après 3 séances de hausse d'affilée, le marché déchante quelque peu après la mise en garde de Microsoft, première des GAFAM à dévoiler ses comptes trimestriels. C'est la plus faible croissance des ventes jamais enregistrée chez Microsoft depuis au moins 6 ans. Elle est inférieure aux attentes du marché. Pour son deuxième trimestre, le groupe a enregistré une hausse de 2% de son chiffre d'affaires à 52,7 milliards de dollars. Le résultat net trimestriel a chuté de 12%, là aussi inférieur aux attentes. En bourse, son titre est en net repli. Apple et Alphabet reculent aussi. À Paris, il en allait de même au cours de la séance pour ST Microelectronics, Téléperformance, Capgemini, Dassault Systèmes et Worldline. Et puis parmi les grandes valeurs américaines à avoir publié ces résultats, on notera également Boeing avec à l'arrivée une déception pour les investisseurs. Oui, l'avionneur a enregistré des résultats décevants. Son activité fait toujours les frais de la persistance de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement et dans le recrutement. Pour la 4e année consécutive, l'avionneur reste dans le rouge avec une perte nette de 4,9 milliards de dollars en 2022, malgré une augmentation de son chiffre d'affaires de 7%. On retient en revanche que Boeing maintient ses prévisions pour 2023. À noter qu'IBM et Tesla publieront leurs résultats après la clôture américaine. Et puis à Paris, le titre Alstom cède lui aussi du terrain et ce malgré de bonnes prévisions. Le fabricant français de trains fait état d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à de fortes commandes en Europe. Les commandes ont globalement augmenté de 13%.
Et puis du côté des indicateurs économiques, dans le sillage des enquêtes PMI hier, on notera que l'indice du climat des affaires en Allemagne s'améliore en janvier. L'indice IFO s'établit à 90,2 points, soit une augmentation d'1,6 point par rapport à décembre. Et puis dans son rapport économique annuel, le gouvernement allemand dit désormais tabler sur une croissance économique de 0,2% cette année, évitant de ce fait et de peu une récession. Enfin, on entre à nouveau dans les prochains jours dans une nouvelle série de réunions et de décisions de politique monétaire avec la Fed et la BCE attendues la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, la Banque du Canada livrait sa dernière décision de politique monétaire. Oui, et comme anticipé, l'institution a convenu d'une hausse de 25 points de base de son taux directeur. Il passe à 4,5%. Le taux directeur atteint actuellement son plus haut niveau en 15 ans. La Banque du Canada prévoit aussi que la croissance de l'économie canadienne devrait stagner jusqu'à mi-2023 et se redresser plus tard dans l'année. Oui, la Banque du Canada qui prévoit surtout de marquer une pause désormais pour observer et constater les effets de sa politique de resserrement monétaire partant du niveau de taux qu'elle a atteint. Si jamais l'inflation continue à surprendre à la hausse, la Banque du Canada précise évidemment qu'elle serait prête toujours à continuer d'augmenter ses taux. Mais on arrive sans doute à un palier de ce point de vue-là. Et c'était le même discours il y a quelques jours de la part de la Banque centrale de Norvège. Alix Nguyen avec nous chaque jour et chaque soir à 17h en direct pour les infos clés de marché dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lequertier est avec nous ce soir, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Léa Dunan-Châtelet de nous accompagner également. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Directrice de l'investissement responsable de DNCA. Et Benoît Debroissia est avec nous en plateau également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Montségur Finance. Commençons peut-être par les fondamentaux des entreprises avec la saison de publication de résultats qui monte en puissance aux États-Unis et de premiers gros résultats de grandes entreprises technologiques. En l'occurrence, on peut parler de Microsoft, par exemple, Benoît, avec un peu de déception de la part du marché dans les prévisions, puisque Microsoft nous avertit que le ralentissement de sa division la plus innovante, dans le cloud notamment, la décélération, le ralentissement de la croissance n'est sans doute pas encore totalement terminé. Oui, effectivement, c'est l'élément un peu décevant des perspectives de Microsoft. On savait qu'on avait un ralentissement sur la partie consommateur. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un ralentissement sur le cloud de manière générale, donc la division Azure de Microsoft, sur laquelle on avait une tendance encore sur le dernier trimestre publié, le deuxième trimestre de Microsoft, de croissance de 38%, et Microsoft indique que la croissance devrait plutôt s'établir autour de 30% sur les prochains trimestres. Donc il y a un net ralentissement qui est observable, qui s'explique par des effets de base, mais qui s'explique aussi par un ralentissement de la part des consommateurs plutôt business de Microsoft, où finalement l'impact macroéconomique commence à se faire sentir aussi sur ce segment de clientèle qui jusqu'à présent avait été particulièrement résilient avec des investissements toujours très soutenus de la part de cette typologie de clients. Donc c'est un élément un peu de déception pour le marché. On attendait que ce soit une publication un petit peu à risque, comme l'ensemble des publications technologiques. Maintenant, pour autant, les fondamentaux restent assez solides. On a une dynamique de croissance qui reste malgré tout assez séduisante. On a une entreprise qui montre aussi un peu de la discipline sur sa base de coûts dans un contexte effectivement où la croissance décélère. Et de manière générale, une entreprise qui reste très profitable et qui génère beaucoup de cash, qui a un bilan avec beaucoup de cash aussi à redéployer, soit pour le redistribuer aux actionnaires, soit pour faire de nouvelles acquisitions, et l'annonce autour de ChatGPT en est une illustration probante avec toutes les promesses autour de l'intelligence artificielle. Donc pour nous, c'est une déception qu'il faut relativiser de manière générale. Le signal que ça envoie effectivement sur la prudence des clients business du cloud, c'est une prudence légitime au regard de l'environnement macroéconomique. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi peut-être le signe que les investissements dans le cloud et derrière dans le numérique, dans la digitalisation, ont peut-être atteint une forme de plateau? Est-ce que ça peut se retrouver chez d'autres acteurs du secteur qui n'ont pas encore publié leurs résultats d'ailleurs?
Alors, je pense qu'on peut considérer qu'effectivement, on a atteint la fin de la phase d'accélération et probablement on est plutôt sur une phase de décélération qui impliquera pas qu'on ne puisse pas revoir de petits cycles d'accélération, mais de façon générale, la migration cloud a quand même été assez avancée pour les grands clients. Pour les clients de taille plus intermédiaire, sans doute il reste encore du chemin à faire, mais de manière générale, probablement la phase d'accélération de cette activité est plutôt derrière nous, ce qui ne veut pas dire qu'il y a encore une grosse croissance embarquée, parce que en fait, ce sont des activités récurrentes et les déploiements, les migrations vers le cloud continueront d'alimenter la croissance future de cette division chez Microsoft, plus de l'enrichissement des services autour du cloud de la part de Microsoft à venir pour continuer d'alimenter une croissance peut-être plus modérée qu'elle ne l'a été au cours des exercices passés, mais toujours très attractive pour les investisseurs selon nous. Oui. Enfin, encore plus de 30% de croissance quand même pour cette division, pour un groupe dont la capitalisation boursière se compte en trillions de dollars. Enfin, pour redonner quand même... Non mais oui, si, ça reste quand même spectaculaire. Là, on parle de dérivés, effectivement, qui seraient peut-être un peu plus négatives, mais voilà, je tiens à ce que la perspective reste quand même là. Sur ChatGPT, est-ce que c'est une promesse? Alors, l'intelligence artificielle conversationnelle, est-ce que c'est une promesse? Parce qu'ils vont mettre quelques milliards, peut-être une dizaine de milliards, mais encore une fois, au regard de la taille du groupe, c'est un investissement que Microsoft peut se permettre sans mettre en péril, évidemment, la santé financière de l'entreprise. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une vraie nouvelle histoire pertinente pour les investisseurs? Est-ce que c'est une nouvelle equity story, peut-être même quelque part? On sent bien qu'on est peut-être au bout de l'innovation, en tout cas du cycle qu'on a connu depuis une dizaine d'années, et tous les investisseurs sont à la recherche de la prochaine innovation de rupture qui amènera une nouvelle marche à la hausse pour certains de ces groupes. Meta, pour l'instant, je ne dis pas qu'ils font fausse route, mais je dis que l'accueil du métaverse dans la stratégie de Meta a été quand même plus que froid. Est-ce que là, c'est une meilleure allocation des ressources de Microsoft? Alors, j'ai envie de dire que c'est la concrétisation en fait du potentiel autour de l'intelligence artificielle et je pense que Microsoft est sans doute l'acteur qui peut le décliner de façon vraiment pluridimensionnelle dans son offre pour l'ensemble de ses clients et peut-être encore davantage pour ses clients B2B. Et en fait, on pense par exemple aux moteurs de recherche pour les clients particuliers que nous sommes. Évidemment, Microsoft a souffert de la comparaison avec Google. Peut-être ChatGPT peut leur donner l'opportunité de rivaliser avec Google dans ce domaine-là. Dans le domaine B2B, on voit bien le potentiel de ChatGPT dans la communauté des développeurs. C'est un outil qui est déjà utilisé, qui a sans doute vocation à être utilisé et qui est simplement une illustration de ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle sur le code. Donc, de façon générale, en fait, c'est un outil au potentiel sans doute considérable. En tout cas, Microsoft est en mesure de le décliner sous ses différentes facettes mieux que quiconque. Et l'intelligence artificielle a sans doute beaucoup de potentiel encore devant nous. Et ChatGPT, le hype, le buzz autour de ChatGPT en est une illustration concrète. Mais ce n'est pas un pari. Ce que fait Meta dans le métaverse, ça a peut-être valeur de concept et de pari à ce stade. Ce que fait Microsoft avec l'intelligence artificielle et donc la partie émergée grand public de l'iceberg avec ChatGPT, c'est une poursuite de la stratégie de Microsoft dans ce domaine-là. Alors, c'est la poursuite d'une stratégie, parce qu'ils ont déjà investi 3 milliards autour de ChatGPT dans le passé, ou de l'actionnaire de ChatGPT dans le passé, et ils vont investir 10 milliards étalés sur plusieurs années sur cet outil. C'est surtout, en fait, l'intelligence artificielle va irriguer l'ensemble des activités de Microsoft, à la fois en interne et en termes de services proposés aux clients. Quand on parle de métavers, on est sur quelque chose de complètement nouveau, qui est un nouvel Internet, un nouveau monde virtuel qu'il leur incombe de créer et d'inventer et d'en définir les usages et d'en faire un business case. C'est ça, je comprends. Dans le cas de Microsoft, c'est un outil de gain de productivité déjà existant
avec des exemples concrets, probants en la matière de gains de productivité pour des équipes, et notamment dans le domaine des développeurs informatiques. Et donc on pense qu'effectivement, le potentiel est sans doute très conséquent, et surtout, il sera plus rapide à se dessiner, selon nous, que le métavers. Vincent, bon, sur ces questions, alors Microsoft, il y a des messages globaux envoyés par Microsoft. Quels enseignements est-ce que vous retirez de la publication? Et puis on comprend quand même que ce trimestre de résultats pour les grandes valeurs technologiques, ça commence cette semaine, et puis on aura le reste des plateformes américaines la semaine prochaine, permettra de valider ou non le niveau de de-rating qu'on a eu sur ces valeurs à travers l'année 2022. Est-ce que les marchés se sont correctement ajustés aux résultats et aux nouvelles perspectives, peut-être ajustées un petit peu à la baisse, de ces entreprises? Les GAFAM ont perdu 40% l'année dernière, alors qu'il y avait de la croissance en face. Donc de toute façon, on a déjà préintégré un ralentissement. Donc, ensuite, est-ce qu'il est bien intégré? Ça, je ne saurais pas le dire. Vous avez des spécialistes devant vous pour le faire. Mais je suis convaincu qu'il y a de toute façon une part de tout ça qui est déjà intégrée. Le deuxième sujet, c'était les hausses de taux d'intérêt qui ont asphyxié la valorisation des entreprises, et pour la tech non rentable, qui en plus posait un vrai problème de financement et d'entretien du business model. Une Facebook, une Microsoft n'a pas de problème de cash aujourd'hui, donc c'est pas un sujet pour eux. Mais ça affectait quand même leur valorisation. Donc en termes de perspective, moi mon sentiment c'est que vous avez eu une immense accélération de la croissance de ces sociétés en 2020-2021 avec la Covid. Et que derrière, les économies se réouvrent. Moi, quand mon cinéma fonctionne, j'ai moins besoin de Netflix. Quand j'ai déjà acheté un téléphone, une télé, un ordinateur et le logiciel qui va avec, il va falloir 3 ou 4 ans d'obsolescence de tout ça avant de nouveau de relancer un cycle. Donc je pense que de toute façon, de façon évidente, on va avoir encore 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans de difficultés sur la partie hardware, et il va y avoir un accompagnement sur la partie software qui, logiquement, elle aussi va peiner un peu. Je pense que de la même manière, sur les semi-conducteurs, on a eu une situation de pénurie qui était évidente. Je pense que cette situation, au fur et à mesure, elle va s'étioler, elle va se remettre en place. Donc, il y a un super cycle qui s'est créé, trop d'embauches. À cette occasion, on voit à l'heure actuelle énormément de licenciements dans le secteur. J'ai fait un petit calcul de coin de table sur une dizaine de sociétés. Ouais. Grosso modo, elles ne licencient à l'heure actuelle qu'un tiers des effectifs qu'elles ont recrutés en 2020-2021. Donc en clair, oui, les chiffres sont spectaculaires, mais les embauches ont été tellement plus spectaculaires avant ça qu'en réalité, ça reste, entre guillemets, l'épaisseur du trait. Je vois que le staff chez Google a augmenté de quasiment 60% sur ces 2 années et a doublé sur 4 ans. Voilà. C'est-à-dire en prenant en compte les 2 années pré-pandémiques et les 2 années de pandémie 2020. Donc il est clair que quand vous avez surestimé la croissance, parce que vous avez tiré des traits un peu, de façon un peu gauche, un peu trop généreux, vous revenez un petit peu en arrière, vous ajustez sur les effectifs, vous restaurez un peu de rentabilité, la croissance est moins bonne. Est-ce que pour autant la croissance sur le long terme de ces sociétés est remise en cause ? Moi, je suis convaincu qu'on doit développer la santé, on doit développer la défense, on doit développer la transition énergétique, la transition numérique. Enfin, il y a des tonnes d'activités qui sont des investissements impératifs sur les prochaines années. Et tout ça, c'est de la techno qui va se mettre en place. Ces thématiques d'avenir, elles vont être profitables aux GAFAM, bien sûr, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Si vous voulez relocaliser une entreprise qui était dans un pays émergent et la relocaliser chez vous, vous créez une nouvelle usine, vous avez besoin de robots. Les robots, ils ont besoin de logiciels, ils ont besoin d'intelligence artificielle pour les piloter. Donc tout ça, c'est de nouveau de l'activité pour ces entreprises. Et vous aurez en réalité 2 usines. Une dans le pays émergent qui va persister et l'autre qui va s'installer dans le pays développé. Donc pour moi, il ne faut surtout pas sous-estimer la croissance à venir de ces sociétés. Et je suis bien convaincu que dans le domaine de la santé ou de la transition énergétique, la réponse, elle viendra de ces boîtes-là. D'une manière ou d'une autre, ça viendra de la techno. Donc oui, je pense qu'il faut réinvestir sur ces thèmes. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce que c'est suffisamment décoté?
J'en sais rien. Moi, mon horizon, je suis investisseur dans l'assurance vie, donc j'ai un horizon qui est mécaniquement long. Donc à quelques mois, voire trimestres près, c'est pas très grave. Ma conviction, c'est que derrière, il y a bel et bien énormément d'effets de levier. Et les taux qui vont se calmer, parce que ça, on sait que la baisse de l'inflation va stopper. Va stopper l'intervention des banques centrales, et que ça sera un énorme soulagement pour toutes les boîtes de croissance. Il y a déjà 2 banques centrales en pause, la Banque de Norvège et le Canada. Bien sûr. On sait que les États-Unis vont se mettre en pause aussi. Tout le monde est data dépendant. Donc les data, ils vont vous dire l'inflation décroît. Sur les licenciements, vous dites, oui, vraiment, il faut prendre ça comme une correction des excès de ces récentes années dans la tech et pas extrapoler à une dégradation générale à d'autres secteurs d'activité économique. Si vous économique. appelez Facebook et que la bourse vous a dit le métaverse, on n'y croit pas, là, je trouve ça plus inquiétant. Si vous êtes une boîte liée à la crypto, donc qui est non rentable, qui a un besoin de financement en urgence, là c'est clair que ce genre de sujet, c'est une vraie préoccupation. Et je comprends parfaitement qu'elle soit à terre. La logique derrière, ça va être de faire des fusions. Voilà. Quand vous avez des problèmes de financement, vous allez faire des fusions. Vous allez vous faire racheter par des très gros. Ce qui veut dire que ça va tuer de nouveau la concurrence, ou en tout cas limiter la concurrence, donc redonner du pricing power aux gros qui absorbent, donc conforter de nouveau ses marges, etc. Donc, pour moi, c'est un signal de nettoyage de cycle, et pour certaines, un impératif de survie, carrément. Mais pour moi, c'est pas exceptionnel. C'est atypique parce que c'est la techno qui est concernée, qu'on n'a pas cette habitude. Mais en réalité, ce sont des sociétés qui ont atteint un certain degré de maturité et elles subissent le cycle. Et voilà, et elles font le ménage, et c'est plutôt sain, c'est plutôt une bonne chose. Oui, qu'elles soient capables de rationaliser comme ça qu'elles ne partent pas dans les rêves et dans les fantasmes, et qu'elles reviennent sur du matériel et du concret. C'est quoi un free cash flow? C'est très bien. Léa, vos commentaires sur ces résultats. On peut repartir de Microsoft, de la tech et de ce qui a été dit. Et puis voilà, ça, il faut rentrer dans le moment où vous allez rencontrer beaucoup de sociétés chaque jour pendant plusieurs semaines. Oui, je vais élargir un peu, rebondir aussi sur ce qui s'est passé aux États-Unis en matière de licenciement et pas que dans la tech. On n'est pas très surpris d'un point de vue investisseur parce que finalement, les Américains, d'une manière générale, ont une économie très flexible, on le sait, et ils sont en train de l'illustrer. Et voilà, je dirais dans leurs habitudes, c'est pas un signal d'inquiétement. Bon, après, c'est pas facile de recruter en ce moment. Alors ça, c'est vrai. Surtout des talents. Donc, j'imagine qu'on réfléchit à 2 fois quand on met dehors des développeurs, des codeurs et ce genre de staff. Je pense qu'aux États-Unis, la raréfaction, on va dire, de la main-d'œuvre très qualifiée, elle est compliquée, elle est réelle, mais c'est quand même plus flexible aux États-Unis. En France, en revanche, les sociétés de techno ont été extrêmement vigilantes pendant le Covid, nous l'avait dit. On dit là, si on en laisse partir certains parce qu'on n'a pas le choix, là, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'on peut quand même un peu distinguer les deux. Alors après, pour élargir le spectre des secteurs quand même, parce que c'est intéressant de voir d'abord un marché qui a globalement monté de manière assez équilibrée. Il n'y a pas eu vraiment de tendance depuis le début de l'année, c'est important de le dire, par rapport aux 2 mois de la fin de l'année, c'est très différent. Moi, j'ai eu... le Nasdaq a repris 8%. Voilà. Et les indices européens font aussi du plus 8%. Absolument, avec des sociétés avec des compositions de santé, différentes, qui etc. ont très bien performé. C'est vraiment très variable en secteur. Globalement, en Europe, il y a un ton quand même relativement prudent des entreprises, il ne faut pas le nier. Moi, j'ai eu des publications dans les secteurs. On va commencer par les équipementiers dans les énergies renouvelables, parce que c'est un de mes thèmes sur la transition énergétique, c'est la catastrophe. La catastrophe? Oui, mais c'est pas, à mon avis, c'est complètement à mettre de côté par rapport à la conjoncture. C'est un sujet spécifique à ce secteur sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant. Nous étions complètement sortis des équipementiers l'année dernière avec le marasme Vestas, et là c'est Siemens Gamesa qui a publié. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un métier de commodité et on est en train de s'apercevoir qu'il y a eu une bulle verte parce que ça cochait la case, mais à la fin ça reste des métiers quand même relativement simples avec des niveaux de maintenance, des charges de maintenance astronomiques qui n'avaient pas du tout été anticipées, des business models qui ont explosé. Donc on est passé de la PME à la très grosse entreprise leader qui finalement c'est pas du tout structuré, donc pas de discipline de gestion comme dans des grands groupes centenaires, et donc c'est la cata. Et donc moi alors ça c'est pas dans cette partie-là de la chaîne qu'il y a de la valeur. Non, je suis convaincue que ce n'est pas dans la partie équipementière, c'est comme l'automobile.
Si je dois faire un parallèle, c'est ça que je vois. Et on nous a expliqué pendant des années que justement, la valeur était passée des constructeurs OEM, assembleurs, aux équipementiers. Ben oui, mais aujourd'hui, c'est le prix de l'électricité qui fait la danse. Ouais. Et donc, je suis beaucoup plus confortable avec l'aval de la chaîne, les producteurs d'électricité, en particulier ceux qui sont intégrés, voire les câbliers, dans la transmission hybride, plutôt que effectivement dans l'équipementier. Parce qu'il n'y a pas tant de technologie que ça, finalement, dans l'éolienne. Faut pas se mentir. Je comprends. Donc, je mets de côté cette partie-là, dont je pense qu'elle souffrira encore beaucoup. On a eu les logisticiens et des logistiques. Une publication excellente. Et je pense que ça va continuer dans le sens où la logistique va reprendre avec l'ouverture de la Chine. Donc de ce point de vue-là, c'est assez... c'est probablement d'ailleurs une des rares entreprises où ça a bien fonctionné. Les ingrédients alimentaires, là, ils tirent un peu la sonnette d'alarme sur plusieurs de leurs business parce que finalement, il y a un ralentissement de la tendance globale, y compris par exemple dans le pet food. C'est surprenant, c'est pas quelque chose. Je pense que parce qu'il y a eu s'il y a des baisses de volume dans l'alimentation humaine, je suis pas si étonné que ça qu'il y ait des baisses de volume dans l'alimentation animale aussi. Donc c'est des sociétés de croissance qui ont effectivement directé l'année dernière. D'ailleurs, je vais un tout petit peu moduler ce que vous avez dit sur la baisse de sociétés de tech de l'ordre de 40 ou 50% l'année dernière pour certaines. C'était pas que le fait de l'anticipation de la croissance, c'était aussi le fait d'un de-rating massif. Je pense qu'il y a encore les taux, bien sûr, choc de taux. Un tout petit peu de marge, mais bon, on est d'accord, le gros du chemin est fait. Donc voilà, les ingrédients alimentaires, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué aussi? La construction. Bah oui, alors la construction, il y a eu une très grande tendance à la rénovation. Là, les prix de l'immobilier sont tendus, les taux sont tendus, donc il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de neuf. La rénovation tient encore un peu. Geberit a publié. C'est pas très bon parce que la croissance s'écroule un petit peu. Par contre, les marges tiennent. Donc, qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Moi, mon sentiment, c'est qu'on va vivre une situation macroéconomique difficile à anticiper. Est-ce qu'il y aura effectivement une baisse de l'inflation très rapide ou finalement quand même une inflation encore assez forte sur toute l'année? Est-ce qu'on va vivre un choc de croissance temporaire ou technique? Je le pense quand même un peu, en tout cas un ralentissement de l'activité. Donc je pense qu'il va y avoir un creux cette année, en 2023, qui va probablement se situer autour du premier semestre en termes de résultats, où les entreprises qui vont bien résister seront celles qui auront témoigné d'une capacité à se réorganiser pendant la crise, c'est-à-dire être, comme certaines l'ont été pendant des années, résilientes sur les marges, une discipline très forte dans la gestion de leurs coûts, une intégration de leur valeur ajoutée. Et c'est le cas d'une société comme Geberit qui maintient des marges excellentes malgré une baisse des volumes de 20% et surtout des bilans très sains. C'est ça la clé de l'année 2023. Mais c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on vit avec un stress test permanent sur le plan macro et géopolitique. Donc ça aide à se mettre en ordre de bataille pour le pire, quoi. Et oui, donc les sociétés qui vont avoir des besoins de financement, je pense à nouveau à la transition énergétique, aux renouvelables, aux petites renouvelables, qui se sont endettées, qui ont des niveaux d'endettement maintenant assez tendus, les risques d'augmentation de capital, pour certaines, ne sont pas négligeables. On sera vigilant. Dans les secteurs alors qu'on va suivre, et Vincent en disait un mot, la partie semi-conducteur, alors ASML est un ovni un peu dans le secteur, c'est un acteur unique. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même du message d'ASML, Benoît, et est-ce qu'il y a matière à avoir une lecture un peu globale de ce secteur des semi-conducteurs, sachant que chaque acteur peut avoir des positionnements très différents dans la chaîne et dans le paysage des semis et des composants? Oui, alors pour rappeler, ASML, c'est effectivement un acteur incontournable dans le paysage des semi-conducteurs parce que le producteur d'équipements de lithographie pour l'ensemble des fondeurs dans le secteur des microprocesseurs. Le point important à souligner, c'est qu'il continue de dire que la demande excède l'offre. Donc leur capacité de répondre à la demande de leurs clients est contrainte par leur capacité de production d'équipements. Ceci étant, il signale quand même que autant dans le passé, il y avait une demande qui excédait leur capacité de livraison, qui pouvait être au-delà de 30%, un excès de demande au-delà de 30%. Maintenant, ils disent qu'il reste à 2 chiffres sans le quantifier. Donc cet excès de demande se tasse un petit peu. L'autre point intéressant quand même à observer, malgré un discours très positif, c'est qu'ils indiquent que le taux d'utilisation de leurs machines par leurs clients diminue. Pourquoi? Parce que les clients d'ASML en fait, se retrouvent avec des stocks au-dessus de la norme, des stocks un peu trop élevés par rapport à ce qu'ils aimeraient pour une saine gestion de leurs besoins en fonds de roulement.
et d'autant plus que les stocks des semi-conducteurs peuvent perdre de la valeur assez rapidement, donc il faut avoir une rotation des stocks assez rapide. Et donc les clients produisent moins pour pouvoir écouler ces excédents de stock. Donc en fait, le signal fondamental, c'est de dire on a une phase d'ajustement qui, selon ASML, qui discute avec ses clients, consiste à dire cette phase d'ajustement, c'est simplement apurer des excès de stock qui ont pu être constitués. Et ASML explique qu'ils conservent une excellente visibilité sur 2023 et au-delà, parce que leurs clients ont des plans de route en termes d'investissement dans leur capacité, dans leurs nouvelles usines et dans leurs besoins de machines de lithographie. Et par conséquent, en fait, ces ajustements de stock n'aura pas d'incidence sur ASML, puisque le décalage entre la prise de commande d'ASML et la livraison au client de la machine est de l'ordre de 2 ans, alors que l'ajustement de stock devrait se faire au cours du premier semestre de cette année. Donc, d'où un discours qui reste résolument positif sur une industrie, et parce qu'on connaît toujours les leviers à long terme de l'industrie, à savoir un contenu en semi-conducteur de tout ce qu'on utilise, en particulier de nos automobiles, qui ne cesse de croître. Et ça limite le risque de ce qu'on vivait dans l'industrie des semi-conducteurs auparavant, c'est-à-dire des cycles parfois très violents, très rapides aussi, de stockage, déstockage, restockage. L'activité est un peu plus lissée de ce point de vue-là, on peut le dire, Benoît ? Alors, c'est le message de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Après, il faut rester prudent et dire qu'il y a une corrélation évidente avec la macroéconomie. Et donc, si la conjoncture n'est pas celle qu'on nous promet, qu'on a une récession ou alors qu'on a une activité économique morose qui dure, on peut probablement considérer que peut-être les plans d'investissement des acteurs de la chaîne sont trop ambitieux par rapport à ce que sera la demande réelle. Donc, il faut rester prudent quand on dit... le paysage a fondamentalement changé, etc. Mais ça reste vrai de considérer que le contenu en semi-conducteurs de la croissance économique a plutôt eu tendance à augmenter, Et donc, normalement, le cycle que l'on observe aujourd'hui est plus un cycle de stock, d'ajustement de stock, qu'un vrai cycle profond et violent de la demande de semi-conducteurs. Vincent, sur la dynamique des marchés globaux, alors qu'on observe là sur ces premières semaines de l'année 2023, les niveaux de marché qui ont été rapidement atteints sur les indices actions en Europe, en Asie également, aux États-Unis avec un redémarrage quand même des marchés actions américains. Est-ce qu'on a corrigé les excès de pessimisme, alors qu'on constate a posteriori, c'est toujours facile de le faire, mais est-ce qu'on a corrigé ces excès de pessimisme qu'on pouvait avoir sur la dynamique macro, par exemple ? Est-ce que ça nous met dans une zone de fragilité particulière ? Parce que corriger les excès de pessimisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque nulle part, bien sûr. Je pense que les stratégistes ont déjà corrigé leur copie. Les gestions, pas encore. Elles n'ont pas eu le temps. Non, je pense que Non, mais toutes les prévisions... Parce que faut savoir comment ça se passe. On fait sa présentation annuelle de rentrée, généralement au cours du mois de janvier. Mais tout ça est travaillé dès le mois de décembre. Et le changement alors des prix qui fait varier le sentiment a été tellement spectaculaire depuis la fin décembre qu'effectivement, les discours sont parfois un peu décalés désormais. Donc, en clair, je pense que la plupart des gestions étaient prudentes, je pense à juste titre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être kamikaze dans un contexte comme celui qu'on avait. Donc c'était logique d'être prudent et d'envisager des scénarios extrêmes. Les scénarios extrêmes, on voit bien qu'ils ont une probabilité qui est de plus en plus faible aujourd'hui. Donc logiquement, vous devez recalibrer votre scénario d'inflation, de croissance, et ça joue évidemment derrière sur les allocations d'actifs. Le seul problème, c'est que quand vous avez un changement qui se passe au mois de décembre, quand il n'y a pas de volume, et que en janvier vous avez des souscriptions qui viennent en rajouter une couche par rapport au cash que vous aviez déjà dans vos allocations, vous êtes un peu pris à la gorge, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'investir, c'est une marche forcée. Alors pour les gestions traditionnelles, la part de cash représente, 5-10% grand maximum de leurs allocations. Donc le stress de retard au décollage est pas trop grave. Pour des hedge funds qui seraient short
de telle ou telle zone ou de tel ou tel secteur ou de telle ou telle valeur non profitable, généralement, là, ça fait très très mal. Donc vous êtes pour le coup obligé d'y aller à fond. Et c'est pour ça qu'on voit certains dossiers non profitables qui font du 30, 40, 50% de hausse depuis le début de l'année. Donc pour moi, c'est clairement un squeeze, un scénario qui est en train de se mettre en place. Et il va falloir du temps. Et il suffit de regarder, entre guillemets, les volumes pour se dire qu'en 15 jours, 3 semaines, on n'a pas pu purger tout le cash ou tous les shorts qui étaient en place. Donc ça va continuer ? Pour moi, oui. Donc c'est même plus une question de savoir quel est le niveau des marchés. Oui. Le PE. Ça, le fondamental a été atteint, quoi. On s'en fout. Quel est le niveau de croissance qu'on va avoir ? On s'en fout. Le niveau d'inflation, un peu moins, parce que là, c'est quand même les banques centrales qui restent encore l'arme au pied. Donc ça, on s'en méfie un petit peu plus. Mais sincèrement, je pense que pour le moment, c'est un marché de flux. Il ne faut pas réfléchir. Donc la logique de ce genre de marché, c'est vous regardez ce qui a le plus baissé l'année dernière. C'est ce que j'ai demandé. Où va l'argent, du coup, dans cette logique de flux ? Ça va sur les shorts. Ça va sur les shorts en priorité. Dans les hedge funds qui rachètent leurs shorts pour se réexposer. Vous étiez long l'année dernière des États-Unis parce que vous étiez loin du conflit. Vous êtes sur un pays producteur de l'énergie, etc. Donc c'était super sympa. Sauf que on se rend compte ça n'a pas forcément très bien marché. Ça dépend de la devise. Oui. Voilà. Donc, vous étiez short de l'Europe, vous étiez short de la Chine qui était confinée. Vous faites quoi maintenant ? Vous les rachetez en urgence. Donc, vous redéployez vos capitaux sur ces zones. Donc, assez logiquement, les États-Unis qui sont déjà pondérés, ça traîne un peu la patte. Par rapport aux autres expositions qui sont repondérées en urgence, ou les shorts qui sont rachetés en urgence. Donc pour moi, assez logiquement, il faut regarder qu'est-ce qui était shorté, qu'est-ce qui était une thématique à éviter l'année dernière, et assez logiquement, c'est plutôt de ce côté-là que pendant quelques semaines, ou voire mois, on devrait encore avoir du soutien de flux financiers. Donc, ce qu'on observe depuis déjà quelques mois, quand même, depuis le mois d'octobre, le redémarrage des actions européennes, puis des actions asiatiques, chinoises notamment, mais pas que, ça, c'est un trend qui a encore un peu de place pour... On a eu pour la première fois depuis je ne sais pas combien de mois consécutifs, un tout petit peu de souscription nette sur l'Europe. Il a fallu 3 mois de hausse pour cueillir les premiers dollars qui arrivent. C'est la première fois, donc il y a beaucoup de place encore devant. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Ensuite, la bourse fera comme d'habitude. C'est-à-dire que dans ces cas-là, quand c'est des mouvements de flux, vous faites un excès. C'est-à-dire que vous allez bien au-delà de la valeur théorique logique que vous devriez avoir. Donc, je dis n'importe quoi, vous allez faire 20% de hausse sur les marchés européens pour finir au bout du compte sur une dizaine ou une quinzaine de pourcents de hausse l'année. Mais vous aurez une impulsion qui peut être très violente encore. Donc, il faut savoir ensuite qu'est-ce qui peut bloquer ça. Oui. Voilà. L'inflation, les banques centrales, la dette. Le sujet de la dette américaine, je pense que c'est un... Ah oui, le debt ceiling ? On a quand même eu un petit problème de dette en Angleterre, donc on peut peut-être avoir le petit rappel. On fournit des chars à l'Ukraine. Il faut voir un peu s'il n'y a pas une réaction en face de mécontentement. Donc voilà, il y a quand même des petits stops possibles. Mais je pense que la phase de flux est très puissante. Bon. Malgré déjà tout ce qui a pu être fait en 3 semaines sur les marchés, parce qu'encore une fois... Je rappelle que le marché avait fait moins 5% la dernière semaine de l'année sur aucun volume. Personne ne l'a vu. Non, mais c'est important. Si on l'a vu, mais bon, moins 5. Mais on avait fait 20% avant en 2 mois. C'est précisément pour ça que tout le monde a raté le démarrage. Oui. Et donc, ce petit repli de fin d'année n'a pas été un signal pour racheter. Maintenant que le stock 600 est à 450, qui était l'objectif moyen des stratégistes, voilà. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une phase d'excès qu'il faut prendre en considération quand on est gérant, investisseur, que la logique de flux, même si elle nous amène peut-être au-delà des fondamentaux, c'est quand même aussi une partie importante dans une logique d'investissement. Ouais. En tout cas, pour ma part, non, parce que moi, j'ai des gestions de conviction, donc par définition, c'est les fondamentaux qui vont faire la décision d'investissement, de renforcement. Je continue d'avoir quand même des valeurs pour certaines assez bien valorisées, même après le repli de l'année dernière et qui ont rebondi très fortement pour certaines. Donc non, au contraire, je vais plutôt être attentive à cette petite courbe en U que je vois dans leur activité, où je me dis, c'est
publications de résultats qui peuvent être un peu challenging dans certains secteurs pourront peut-être nous permettre d'avoir des points d'entrée intéressants. Si ce n'est pas le cas, courir après le train, c'est très compliqué. D'ailleurs, en témoigne ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière a été une année, on en a déjà beaucoup parlé parce qu'on se voit régulièrement, où le fait de courir après le marché était probablement la pire chose à faire. D'abord parce que les secteurs ont changé toute l'année, les styles ont changé toute l'année, au gré des grandes annonces macro, même si effectivement ça sera probablement moins une année drivée par la macro, comme on dit. En revanche, ce n'est pas l'attitude à avoir quand on veut être un gérant fondamental. Il faut rester sur ses convictions et surtout, quelles vont être les entreprises qui vont gagner dans les 2-3 prochaines années? C'est ça la question qu'on se pose tous. On évoquait les grandes tendances de long terme. Je suis convaincue que ce soit la technologie, où ça me semble absolument évident, la médecine que vous avez évoquée, la transition, c'est évident. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut acheter les business qui sont sains dans ces domaines-là, qui sont sains aujourd'hui, qui montrent effectivement une capacité à maintenir leur prix. Le pricing power est un élément essentiel dans notre contexte parce que les entreprises ont monté leur prix. Est-ce qu'elles vont devoir s'ajuster? Oui, pour celles qui ont été excessives, qui l'ont fait par opportunisme parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas y aller, hein, même s'il faut courir après le marché. En tout cas, ce n'est pas la position. Ouais, j'entends. Quel type de schéma de marché vous avez en tête ou quel type de dynamique de marché vous réfléchissez, Benoît? Est-ce qu'il y a Non, mais est-ce que derrière le bruit permanent, quotidien, il y a quand même des tendances lourdes, géographiques, sectorielles qui se mettent en place? On commande beaucoup l'idée d'un changement de leadership aussi entre certains secteurs et du coup entre certains indices. Voilà, le Nasdaq a été l'indice leader pendant 10 ans. Est-ce que ce sera l'indice leader encore pendant les prochains mois, les prochains trimestres, les prochaines années? Je ne veux pas vous emmener trop loin, mais voilà, on sent qu'il y a quand même une tentation d'imaginer que le cycle devant nous ne soit pas le même que le précédent. Alors, les cycles ne se ressemblent jamais vraiment les uns avec les autres. Et de manière générale, ce qui est certain, on a beaucoup parlé de la technologie, c'est de la destruction créatrice. C'est-à-dire que les leaders technologiques d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain. Et on en a beaucoup parlé avec l'émergence des GAFAM. En dehors de Microsoft, qui était un peu établi, les autres n'étaient pas forcément toutes connues il y a une dizaine d'années. Donc, nécessairement, il y a des changements de leadership, mais la technologie et sa capacité d'irriguer l'ensemble des secteurs de l'économie, et la transition énergétique en est un exemple éloquent, la santé en a un autre, etc. La technologie est au service de tous les secteurs de l'économie, donc on pense que la technologie conserve toute sa pertinence dans les allocations de manière générale. Maintenant, pour répondre très concrètement à la question, et peut-être sur un horizon un peu plus court terme, on a plutôt tendance à privilégier aujourd'hui le marché américain, à repondérer un peu le marché américain qui a corrigé en termes de valorisation, qui a souffert en comparaison du marché européen d'une dynamique de résultats négatifs en relatif par rapport au marché européen, mais qui était aussi beaucoup lié à l'affermissement du dollar par rapport à l'euro. Et on a le mouvement inverse qui est en train de se dessiner et qui va recréer un momentum de croissance des BPA plutôt favorable au marché américain qu'au marché européen. On l'a vu dans les résultats de Microsoft, ça fait baisser quand même la croissance, le dollar. Sur les chiffres publiés, et par contre sur les perspectives, exactement. Ce qu'on réobserve, c'est que l'effet sur les marges devrait devenir un peu plus favorable pour ces valeurs-là. Donc nous, ça fait partie des choix qu'on est en train de faire, c'est de repondérer un peu à nouveau les États-Unis, et au détriment de certaines autres zones géographiques. Après, sur certains marchés émergents, par exemple, on considère que l'Inde devient un marché de plus en plus intéressant, même s'il y a une question autour des élections et du pouvoir politique en Inde. En tout cas, ce pays a des fondamentaux qui nous paraissent assez séduisants, y compris en plus dans la confrontation géopolitique qu'on observe, en plus de sa dynamique démographique, de sa dynamique économique, etc. Voilà un peu les paris qu'on a. Et en termes sectoriels, en fait, ce qu'on regarde beaucoup aujourd'hui, c'est le secteur des biens d'équipement, à la fois pour accompagner la transition énergétique, et aussi parce qu'on sent des volontés stratégiques de l'ensemble des États d'essayer de re-régionaliser leur supply chain, quitte à accorder des subventions par milliards pour l'industrie des semi-conducteurs, par exemple, pour
Les industries autour de la transition énergétique. L'hydrogène, il n'y a pas un pays dans le monde qui met plus d'argent sur la table que la France et l'Allemagne pour l'hydrogène. Voilà, on parle de l'IRA tous les jours. La France et l'Allemagne font un effort sur l'hydrogène sans commune mesure à travers le monde. Et ça se voit dans les résultats. HRS a publié d'excellents résultats, qui fait donc les stations de recharge. La tendance là, elle est bien inscrite. Sur le dollar, il y a une vue forte à avoir sur l'idée d'une baisse du dollar sérieuse. Vincent ? Je pense qu'on peut tenir encore jusqu'à l'été avec un euro qui se renforce encore un petit peu. Oui. Ouais. Oui. Bon, de toute façon, si on est en mode risk-on sur les marchés, logiquement, le dollar doit s'affaiblir un petit peu. Le différentiel de politique monétaire, autrement dit la Fed, qui a grosso modo un trimestre d'avance sur la BCE, logiquement devrait entretenir aussi un petit peu de moindre intérêt pour le dollar vis-à-vis de l'euro. Les flux financiers, ce que je décrivais, c'est-à-dire déjà positionnés sur les US, il faut repositionner l'Europe, donc on achète de l'euro pour acheter du CAC. Donc je pense qu'à différents niveaux, effectivement, pour le moment, on est plutôt dans un flux favorable pour l'euro. Pour rappel, c'est quand même une très bonne nouvelle sur le frein à l'inflation importée pour la zone. Bien sûr. Donc ça aussi, à moyen terme, ça sera quand même un élément qui fera peut-être réfléchir la BCE à un moment, de se dire peut-être qu'on en fait un peu trop parce que finalement l'inflation n'est pas si forte que ça. Donc oui, je pense qu'on peut grimper encore Mais c'est pas incohérent, ce qu'on voit Non, moi ça me choque absolument pas. Et je regardais, parce qu'on regarde toujours l'euro-dollar, mais je regardais par curiosité ce qui se passait avec le yuan, par exemple. L'euro est encore assez nettement en dessous des niveaux d'avant Covid. D'accord. Donc pour moi, a priori, on a encore de la place. On a encore de la place à une hausse de l'euro. Bon, on a revu 1,09 ces derniers jours sur la parité euro-dollar. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Lequertier, WeSave, Benoît de Broissiat, Montségur Finance, Léa Dunan-Châtelet, DNCA. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier coté, des foncières cotées européennes. Et le spécialiste de ce segment de marché chez Sophie Dige, c'est Laurent Saint-Aubin qui est avec nous en plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je lisais votre dernière note de marché décembre, je crois. On attend celle de janvier, mais déjà dès le mois de décembre, vous pouviez écrire que 2023 serait donc l'annus mirabilis. J'ai ressorti mon vieux gaffio pour la traduction. Donc c'est l'inverse de l'annus horribilis de 2022 pour le secteur des foncières cotées en Europe qui a perdu plus de 30%. Donc ce serait quoi, l'année merveilleuse? C'est ce que j'ai pu comprendre. La reine d'Angleterre qui a popularisé le mot annus horribilis s'appuyait sur l'expression consacrée qui était annus mirabilis. Ah, donc la vraie expression du genre, c'est annus mirabilis. Donc je remets l'église au milieu du visage. Bon. Écoutez, le cœur de la performance des foncières en 2022 et en 2023, c'est l'évolution des taux. L'évolution des taux qui résulte de l'inflation, mais l'inflation, ce n'est pas vraiment le sujet, puisqu'en 2022, les foncières ont perdu 32%, alors même qu'elles sont bien protégées, qu'elles protègent bien les investisseurs contre l'inflation grâce à l'indexation. Donc c'est vraiment les taux. Et au niveau macroéconomique, notre sentiment, c'est que finalement, le sujet de 2023, c'est la croissance, la récession, la profondeur de la récession, et que c'est plus du tout les taux d'intérêt. L'inflation baisse très fort, plus vite qu'escompté. Elle va rester significative à plus 3, plus 4. Les banquiers centraux tiennent des discours offensifs, mais c'est leur rôle. Les marchés les écoutent avec une oreille distraite. L'idée, c'est que les taux longs sont sur un plateau. Ça ne va pas se faire en droite ligne, mais qu'on est plutôt dans la projection de l'après. Et l'après, c'est des taux d'intérêt réels qui vont rester négatifs et des taux longs qui vont baisser. Voilà. Si on découpe la performance 2022, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour le segment des foncières cotées en Europe depuis
alors moi je date ça le 29 septembre, qui a été le point bas du marché européen dans son ensemble, du Stoxx 600, mais qu'est-ce qui se passe pour ce segment de marché depuis le mois d'octobre justement Donc la performance de l'année, moins 32, le Stoxx 50, je crois, moins 10. Donc une décorrélation massive qui est en fait traditionnelle. Le secteur des foncières n'est pas corrélé à la bourse. Et puis depuis le 12 octobre, on est sur un rebond très fort, 28% de rebond. Alors on pourrait penser que c'est un peu n'importe quoi. En fait, la bourse apporte de la liquidité. Il y a toujours des acheteurs en bourse, mais au prix d'exagération sur une tendance à venir. Et donc on était très exagéré à fin 2022 avec 35% de décote sur les actifs nets réévalués. On est revenu à un niveau plus raisonnable. Dans ce rebond, est-ce que, parce qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers cotés, Laurent, je retiens mes leçons, est-ce que c'est un rebond homogène? Est-ce qu'il y a des segments du marché immobilier qui rebondissent plus fort que d'autres? Alors pour rester sur les expressions sacrées ou latines, les derniers seront les premiers. Donc ce qui a remonté, ce sont les valeurs qui ont le plus baissé, les valeurs sensibles au taux qui sont avant tout le résidentiel allemand, et puis des valeurs avec des bilans assez lourds, donc l'appétit du risque qu'on a retrouvé dans d'autres classes d'actifs boursières. C'est ça qui a remonté. C'est des mouvements qui méritent d'être captés quand on est gestionnaire d'actifs. Est-ce que vous avez cherché à capter justement ces mouvements? De quelle manière? Comment on s'expose justement à ce rebond du secteur immobilier coté, en mesurant les risques également et le profil de risque de chacun des segments et de chaque société? Je dirais que si on est dans un climat de récession peut-être plus grave qu'escompté, le résidentiel c'est une bonne thématique. On l'a vu en 2020 quand tout s'était arrêté. Et la deuxième chose, c'est que j'ai observé que la corrélation était quasiment parfaite entre les taux et le résidentiel. Et le troisième point, c'est que j'étais très sous-pondéré. Donc je me suis massivement repondéré pour revenir à une pondération par rapport à l'indice légèrement supérieure à celle de l'indice. Sachant que je n'oublie pas que ces foncières-là sont très leveragées. Mais il n'y a pas de risque sur les loyers et les financements sont là. Si on n'est plus dans un choc inflationniste et un choc de taux qui a été le vent contraire massif pour le secteur, mais qu'on se pose des questions sur la croissance économique, voire le niveau et l'ampleur d'une récession, qu'est-ce que ça implique pour de l'immobilier de croissance, pour le versement, la distribution de loyers, pour le renouvellement des baux commerciaux éventuels? Alors effectivement, l'un des points majeurs de sélection, c'est la capacité pour les foncières d'augmenter leur loyer avec cette fameuse indexation et de maintenir cette hausse des loyers. Donc il y en a certaines, celles qui ont des actifs rares, qui sont en mesure de le faire, d'autres qui ne sont pas en mesure de le faire. Donc c'est dans les gagnants, vous avez le bureau prime, les centres commerciaux de flux, c'est-à-dire ceux dans lesquels vous êtes forcé de passer pour aller prendre l'avion ou le train, et vous avez toutes ces foncières valeurs de croissance, comme les résidences étudiantes, le stockage pour les particuliers et la logistique, la logistique urbaine. Voilà. Là, on a vraiment des groupes qui ont du pricing power. Je pense qu'on va le voir au moment des résultats. Ce qui va être scruté au moment des résultats, c'est l'effet de l'indexation, c'est l'effet des hausses de loyer, c'est l'évolution des valeurs. Puisque la bourse l'an dernier a anticipé la baisse des valeurs, on ne l'a pas vraiment vu dans l'immobilier physique, dans les produits de placement immobilier non cotés. Là, ça arrive. On va avoir des baisses qui vont être scrutées, qui vont augmenter l'effet de levier. Mais qui seront très variables selon les secteurs. On n'aura quasiment rien en termes de baisse sur les foncières de commerce. On aura de l'ordre de 4 à 6% sur les foncières de bureaux. Et sur la logistique, on devrait aller plus loin. On pourrait avoir des baisses de l'ordre de 10%. Ce qui n'est pas lié à la remise en cause du business model, mais qui est lié au fait que les experts, l'absence de risque sur ce segment était déjà largement pris en compte par les experts. Donc les taux étaient très bas. Mais
c'est déjà anticipé. On a eu 2 publications de foncières de logistique, une française et une britannique cette semaine, avec de fortes baisses de valeur d'actifs. Les titres se sont très bien comportés. C'est déjà dans les cours. Ouais, j'entends. On est déjà dans l'après. Ah ouais. Ouais, la baisse des valeurs d'actifs ne fait plus baisser le cours de bourse de ces sociétés. On est dans une espèce de dystopie où, en fait, la bourse a prévu quelque chose qui est en train de se réaliser dans la réalité, mais la bourse est déjà passée à autre chose, à l'après. Et l'après, c'est effectivement quels sont ceux qui peuvent maintenir leurs tarifs, mais ça vaut pour l'ensemble de l'économie, quels sont ceux qui vont avoir de telles baisses de volume qui vont être forcés de les baisser. Ouais. Est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'on voit sur le marché physique en termes de transactions? C'est toujours une question importante, Laurent. Est-ce qu'il faut imaginer une restructuration importante des portefeuilles d'actifs, des grandes foncières, maintenant que, j'allais dire, le passage compliqué est un peu derrière nous? Est-ce que ça nécessite quand même de se poser la question de son périmètre, de son portefeuille d'actifs? Alors, ce que j'entends beaucoup, qu'il y a beaucoup de transactions qui sont annulées parce que les prix de marché sont inférieurs aux attentes des vendeurs. Ouais. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui se réalisent, et des transactions importantes. On en a eu une qui n'est pas encore confirmée officiellement, mais qui est quasiment certaine, qui est une cession par Immobiliaria Colonial, qui est une foncière de bureaux Madrid, Barcelone, Paris, pour 300 millions de bureaux à Madrid, sur un niveau de valorisation des loyers de 3%. Et ça, c'est une famille qui achète. Donc on a des gens avec des poches profondes, comme on dit, des familles, des fonds souverains, qui sont là et qui achètent. Donc les foncières continuent de vendre. La deuxième question... Taux de rendement de 3%, voilà. Ouais, enfin... Mais si vous êtes on couvre à peine l'inflation, quoi, là. Si vous êtes un investisseur avec un horizon d'investissement très long, ce qui est probablement le cas des familles ou des fonds souverains, 3%, c'est pas si mal que ça. On les prend. Après, le deuxième sujet, c'est profiter de l'écart entre les cours de bourse qui reste là. Ce que sont valorisés les actifs par les cours de bourse, c'est-à-dire après le rebond, on est proche de 20% de décote, de 25% pardon, de décote sur actifs nets réévalués, et la vraie valeur des actifs. Donc il devrait y avoir, comme on en a vu en 2022, des opérations de sortie de bourse, de rachat par les acteurs privés pour profiter de cette décote. Qui reste donc autour de 20-25%, c'est ça? Qui est de 27% à hier soir. Donc on est passé de moins 35 à moins 20. Ouais, je comprends. Oui, mais bon, ça reste une sacrée décote, quoi. Ça reste, ça laisse encore un potentiel de hausse supplémentaire. De revalorisation. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour ce premier éclairage de l'année sur ce secteur des foncières cotées, de l'immobilier coté en Europe que vous gérez à travers Sélection 1 chez Sofidy. Le gérant du fonds immobilier coté de Sofidy, Laurent Saint-Aubin, était l'invité de notre quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.